Bonjour à tous et toutes, ceci est ma deuxième vidéo consacrée au droit du travail en Bulgarie. Nous allons voir le contrat de travail en Bulgarie. Nous allons voir également les éléments du contrat de travail, le CDD, le CDI, la différence qu'il existe entre le contrat de travail à proprement parler et le contrat de freelance, ou appelé contrat de service en Bulgarie, c'est-à-dire le contrat de droit civil. Et nous allons également voir l'applicabilité et les conditions de la période d'essai des contrats de travail. Cette vidéo va être très intéressante. Je vais essayer d'être concis et de garder l'essentiel qu'il y a à retenir. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez la vidéo et à mettre un j'aime. Alors, pour commencer, nous allons parler de la phase préalable à l'embauche, c'est-à-dire l'entretien et la phase avant d'être pleinement employé dans le travail. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, et ça c'est commun à quasiment, voire même tous les pays en fait de l'UE, c'est que les codes du travail disposent qu'il y a interdiction de discrimination à l'embauche. C'est-à-dire que l'employeur va devoir évaluer la qualité intrinsèque du salarié, ses compétences, ses expériences professionnelles, mais il va devoir se baser seulement sur ces critères pour décider ou non de choisir si la personne sera recrutée ou pas. Donc là, en Bulgarie, nous avons l'article 8 du Code de travail qui va nous dire qu'il y a interdiction de discriminer, que ce soit à l'embauche ou par la suite, c'est-à-dire dans le lieu de travail. Et il y a des risques pénaux qui peuvent être encourus dans des cas de discrimination. Bon, dans la pratique, je doute que cela arrive souvent, mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que la Bulgarie est quand même un pays ouvert et le pays voilà, accueille des étrangers pour venir travailler et est plutôt tolérant. Donc ensuite, j'ai mis point sur la subordination juridique. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la relation employeur-salarié, c'est qu'il n'y a pas d'égalité. Donc, le salarié est mis sous la subordination juridique permanente de l'employeur. Et l'employeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc donner des ordres, contrôler le travail effectué, celui qui est prévu contractuellement, et il va pouvoir donner des sanctions qui sont prévues par les mesures disciplinaires autorisées en fait par le Code du travail. Donc déjà, il faut dire ça dans notre introduction. Ensuite, quand vous êtes embauché en Bulgarie, comme dans d'autres pays, vous avez obligation de non-concurrence. C'est-à-dire que vous ne devez exercer aucune activité qui puisse rentrer en concurrence avec votre employeur. Donc, si vous travaillez dans un magasin de chaussures, vous n'avez pas le droit d'à côté vendre des chaussures qui puissent, dont en fait l'entreprise que vous avez créée puisse rentrer en concurrence avec l'employeur que vous avez, parce que vous avez une obligation de loyauté à l'égard de votre chef d'entreprise. Voilà, donc ouvrir une activité qui puisse rentrer en concurrence avec celle de l'employeur, ça va être tout ce qui est dénigrer l'employeur. En fait, vous avez le droit de chercher un autre travail pendant que vous êtes salarié en Bulgarie, mais par contre, vous n'avez pas le droit de vendre des informations confidentielles à un autre employeur ou quoi que ce soit. Voilà, à une autre entreprise. La clause de non-concurrence, donc j'en avais parlé dans la première vidéo introductive. Le code du travail est simplifié en Bulgarie et est-ce qu'on peut vous appliquer une clause de non-concurrence, c'est-à-dire une clause qui dit à la fin de votre contrat de travail, si vous
démissionnez ou si vous êtes licencié, est-ce que vous avez le droit en fait, cette clause va vous empêcher d'exercer une activité professionnelle qui est similaire à celle que vous exerciez lorsque vous étiez embauché par votre précédent employeur. Cette clause-là, elle est possible en Bulgarie, malgré des jurisprudences contradictoires. Et par contre, il y a des conditions d'application. Donc ça va être pour tout ce qui est les cadres. Si vous êtes, disons, un salarié avec un statut important dans l'entreprise, souvent vous pouvez avoir des clauses de non-concurrence qui vous seront soumises, que vous pouvez accepter, négocier, signer ou ne pas signer d'ailleurs, mais souvent, de toute façon, vous serez un peu obligé de le faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la validité d'une clause, elle repose sur 3 piliers. C'est que déjà, il faut qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. S'il n'y a pas d'intérêt à vous imposer une clause de non-concurrence, eh bien, il ne doit pas y en avoir. Ensuite, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous dire que vous ne pourrez pas travailler pour une entreprise concurrente eh bien, dans une période de 5 ans, vous voyez. Donc en général, en Bulgarie, ce sera 1 an, grand max, 2 ans. Pas trop. Et dans l'espace, oui, bien sûr, parce que si vous allez travailler dans un autre pays après, eh bien, est-ce que les entreprises sont en concurrence? Donc la nouvelle entreprise dans laquelle vous allez travailler ou l'ancienne entreprise, si elles ne sont pas en concurrence, en fait, il n'y a pas de raison d'appliquer la clause de non-concurrence. Donc ça va être valide en fait que pour une certaine localité. Il ne faut pas que ce soit trop coercitif. Voilà. Pas trop sévère. Et en échange, vous aurez une contrepartie financière. Donc vous toucherez un pourcentage de vos revenus que vous touchiez en fait quand vous étiez embauché. Et en général, ce pourcentage va de 30%, mais c'est vraiment le minimum. Et en Bulgarie, on peut voir que en dessous de 50%, en général, c'est mort. La clause ne sera pas sera invalidée si jamais il y a un litige. Donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, oui, à ne pas confondre avec la clause d'exclusivité, c'est-à-dire que là, on pourrait vous imposer, mais en Bulgarie, il y a vraiment une idée de liberté du travail extrêmement forte. C'est-à-dire que on veut laisser la possibilité aux citoyens bulgares ou aux citoyens travailleurs d'exercer des activités professionnelles avec le moins de contraintes possible. Donc l'idée là, c'est que la clause d'exclusivité qui interdit à un employé pendant l'exercice de ses fonctions en fait d'exercer une autre activité, et bien cette clause-là a très peu de chances de passer à moins que vraiment il y ait une nécessité impérieuse de l'employeur à vous appliquer cette clause. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les clauses qui vont restreindre en Bulgarie votre liberté du travail, globalement, il ne faut pas trop s'en inquiéter parce que il n'y a pas, les juges ne sont pas très friands de ces clauses. Donc, c'est intéressant de le savoir. Ensuite, en Bulgarie, bon, vous allez avoir un carnet de travail, donc, c'est-à-dire comme celui que j'ai là. Ça, c'est le mien. Et vous voyez, quand vous travaillez, en fait, vous avez un coup de tampon de l'entreprise qui vient attester que vous avez bien travaillé un certain nombre de mois ou d'années bien, dans l'entreprise. Ça va servir ensuite pour justifier de votre expérience professionnelle. Et ce carnet de travail, bien, il est obligatoire. Les éléments du contrat de travail. Alors ça, c'est assez classique, mais puisque dans tous les pays, il y a des obligations en fait de respecter d'écrire certains termes en fait dans le contrat de travail et d'écrire certains éléments obligatoires. Évidemment, il va y avoir l'identité des parties, donc vous, l'employeur, mais ça, c'est pas très intéressant. Ça me permet d'aborder le lieu de travail. En fait, donc, il va y avoir dans votre contrat de travail le lieu de travail où vous travaillez. Et ça, c'est intéressant, ça s'appelle l'affectation. Si vous êtes affecté à un lieu,
l'employeur, en principe, ne peut pas décider unilatéralement de vous déplacer, à moins qu'il y ait certaines raisons dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en principe, une fois que vous avez signé votre lieu de travail, eh bien, c'est un droit qui est acquis dans la relation contractuelle, donc vous travaillerez ici. Et après, bien sûr, tout peut être renégocié au fil du contrat. Un contrat se gère, mais le lieu de travail, en principe, regardez bien donc si cela vous convient avant de signer votre contrat. Ensuite, vous avez la qualification, donc c'est-à-dire la description du poste et la nature du travail. Qu'est-ce que vous allez faire et quelles sont vos tâches à accomplir. Vous avez la durée du contrat et de la période d'essai. La période d'essai, je vais en parler juste après, mais c'est très important. La durée du contrat, bien sûr, si c'est un contrat à durée indéterminée, il n'y aura pas de durée prévue. Mais si c'est un contrat à durée déterminée, il faudra préciser la durée de façon précise et exacte. Ensuite, on va avoir le montant des congés payés annuels de base et prolongés, ainsi que les congés payés annuels supplémentaires. On va avoir aussi la durée de préavis qui sera applicable en cas de rupture de la relation de travail. Le Code du travail bulgare impose que la durée de préavis de l'employeur soit égale à la durée de préavis de l'employé. Donc, en cas de rupture par l'employeur ou en cas de rupture par le salarié, les durées de préavis sont normalement les mêmes pour une question d'équilibre et d'égalité. Ensuite, vous allez avoir bien sûr vos heures de travail, la durée bien, de vos jours de repos et de votre, votre temps de travail. Le début effectif bien, de votre quand est-ce que vous commencez le travail, pardon. Et ensuite, bien sûr, selon la liberté contractuelle, vous pourrez avoir plein de clauses diverses et variées dans votre contrat. Et ça, eh bien, il faut toutes les lire et faire attention que toutes vous conviennent afin de ne pas être surpris par la suite d'obligations qu'on pourrait vous soumettre et qui pourraient vous gêner et ne pas vous convenir pendant votre travail. Ensuite, il faut savoir qu'en Bulgarie, il y a, comme en France, des organisations syndicales qui sont regroupées sous l'égide, ou plutôt qui sont regroupées au sein d'une même organisation qui est globale, qui est le KNSB. Et en fait, les syndicats vont venir signer des conventions, des contrats avec les représentants des employeurs, les employeurs de différentes branches, en fait, de différents secteurs d'activité. Et en fait, ces conventions collectives seront avantageuses pour les salariés qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, il y en a dans la métallurgie, dans l'ingénierie mécanique, dans le travail du bois, l'ébénisterie, mais dans beaucoup d'autres. Il faut savoir que si vous travaillez dans ces secteurs-là, qui sont couverts par une convention collective, eh bien, donc il y a environ 30% des salariés aujourd'hui qui sont couverts par une convention collective en Bulgarie, plutôt qui exercent des emplois qui ont ces conditions-là. Donc ça, ce sera avantageux pour vous, car en fait, les conventions collectives octroient donc des droits aux salariés supplémentaires, si vous voulez, pour simplifier vraiment. Ce qui fait que vous aurez souvent des rémunérations par exemple plus importantes ou des durées de repos spécifiques, et cela de plein droit, vous n'aurez pas. Cela sera un avantage par rapport à ceux qui sont soumis au Code du travail seulement et qui ne sont pas dans des branches syndiquées, j'ai envie de dire. Donc vous pourrez regarder si votre secteur est couvert par cela et quels avantages ils sont
accolé. Ensuite, les contrats de travail ou les contrats de service civil. Ça, c'est fondamental à comprendre. C'est que en Bulgarie, vous avez plusieurs types de contrats, bien sûr, mais la plus grande distinction qui existe dans les contrats de relations entre un donneur d'ordre et quelqu'un qui produit un travail, ça va être la relation contrat de travail, contrat civil. Le contrat de travail, c'est quoi? C'est le CDI, le CDD, en résumé. Alors que le contrat de service civil n'est pas soumis au régime en fait du code du travail. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, c'est ce qu'on peut appeler le contrat de freelance ou le contrat d'indépendant. Et je vais vous dire en fait quelles sont les différences fondamentales qui existent entre ces contrats. Donc d'abord, le contrat de travail, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est sous le régime du code du travail. Il y a une obligation de moyens du salarié qui est dans un contrat de travail. C'est-à-dire que, eh bien, il n'est pas redevable de prestations réalisées, de résultats, mais simplement de l'exécution d'un travail qui est spécifique. Il applique sa force de travail. Le contrat de travail est un contrat nécessairement écrit. Donc, alors, il peut y avoir des contrats tacites qui sont faits à l'oral, mais le principe, c'est que normalement, vous devez avoir un écrit pour des conditions de preuve, bien sûr. Évidemment, là, c'est une différence fondamentale, c'est que le contrat de travail est caractérisé par la subordination juridique permanente du salarié qui doit suivre les ordres de son employeur, ce qui ne sera pas le cas eh bien, dans le contrat de service. Le contrat de travail impose aux salariés de suivre des heures fixes et d'avoir un emploi du temps, de suivre en fait un emploi du temps précis, une exécution des tâches qui va être eh bien, gérée par le salarié, mais contrôlée par l'employeur. Donc ça, bah, c'est assez classique finalement. Ensuite, il y a un caractère en fait personnel des droits et des obligations, c'est-à-dire que les obligations liées au travail sont personnelles et inaliénables. Ils ne peuvent être transférés à des tiers sans le consentement de l'employé. Ça veut dire que, en gros, l'employé doit faire son travail lui-même. Si vous êtes salarié, par exemple dans le service client, et que vous souhaitez partir une journée sans le dire à votre employeur ou quoi que ce soit et donner les rênes à quelqu'un d'autre en attendant, vous ne pouvez pas le faire. Tout simplement parce que ce sont les droits inhérents au travail, eh bien, sont personnels. C'est vous qui devez accomplir le travail qu'on vous a demandé de faire. Donc vous ne pouvez pas déléguer votre travail. Et ensuite, tout le matériel et en fait les fournitures qui sont nécessaires à l'accomplissement du travail vont être fournis par l'employeur. Donc vous n'avez pas de frais personnels à payer pour l'exercice de votre travail, puisque vous êtes en fait votre patron va gérer ça. Maintenant, le contrat de service. Et bien là, on n'est pas du tout sur le régime du droit du travail, on est sur ce qu'on appelle la loi of bonds, c'est-à-dire le droit commun des obligations. Donc, toute la protection du code du travail n'existe pas pour la relation contractuelle qui existe entre un freelance et l'employeur bulgare. Enfin, l'employeur en Bulgarie, en tout cas. Ça veut dire que ici, on a plutôt une obligation de résultat. Le contrat de service engage le contractant à produire un résultat déterminé plutôt qu'à fournir une prestation de travail. Là, on a le focus sur le résultat final. Ensuite, le contrat de travail, le contrat de service, pardon, peut être oral, même si généralement il y a un écrit. Mais ça peut être admis que ce ne soit pas forcément formalisé par un écrit.
Et là, c'est la distinction très importante. Dans une relation freelance indépendant, eh bien, les parties jouissent de droits égaux. Le contractant n'est pas soumis à une relation de subordination hiérarchique et peut organiser son travail de manière indépendante. Donc vous êtes libre quand vous êtes freelance de travailler comme vous le souhaitez. Votre co-contractant ne peut pas vous imposer une manière de faire. Et ça va être fondamental parce que je vais parler de requalification du contrat plus tard. Vous allez voir, c'est important. Temps et lieu de travail, eh bien, du coup, le contractant ne va pas être soumis à des heures ou des horaires de travail ou à un lieu de travail spécifique. Il peut déterminer librement quand et où il effectue le travail, tant qu'il accomplit sa tâche, bien sûr, et qu'il livre eh bien, la prestation en temps et en heure, selon les termes du contrat, bien sûr. Alors, bien que le contrat de service soit souvent personnel, les droits et les obligations peuvent être transférés à des tiers si cela est autorisé par le contrat ou s'il est convenu que certaines tâches peuvent être déléguées. Donc ça va être selon le contrat que vous avez, mais si vous voulez, vous n'êtes pas dans l'obligation de réaliser les tâches vous-même. Donc j'en parlais tout à l'heure, mais en principe, un freelance peut décider de déléguer, si cela n'est pas contre-indiqué pour de bonnes raisons dans le contrat, à une autre partie. Donc il pourrait prendre quelqu'un d'autre pour réaliser la tâche qui lui a été assignée. Et ensuite, en général, eh bien, le co-contractant va devoir en fait utiliser ses propres outils, matériel, équipements, etc. Sauf si cela est prévu différemment dans le contrat. Donc ça, c'est à vous de négocier, quel que soit le côté où vous êtes, mais c'est contractuel. Là, je vais faire un petit point sur la requalification de ce contrat. La requalification, c'est quoi? C'est lorsque le juge dit la réalité derrière le contrat ne correspond pas au contrat lui-même. C'est-à-dire qu'il y a en fait un délit de travail dissimulé. Donc, comme le freelance, en principe, n'est pas soumis à la subordination d'un employeur, eh bien, ça veut dire qu'il a une liberté, il est indépendant, vous voyez? C'est tout simple. Maintenant, si en fait le co-contractant qui vous emploie en fait va vous donner des ordres systématiquement, va vous forcer à suivre des heures de travail et le seul qui vous donne des revenus, si voilà il y a une coercition forte dans votre relation, eh bien en fait vous pourrez demander la requalification de votre contrat de freelance en contrat de travail. Et dans ce cas-là, l'employeur va entre guillemets prendre cher, parce qu'il va devoir, eh bien, il y a un effet rétroactif, donc on va faire comme si à la date de signature de votre contrat, vous aviez été dans un contrat de travail et non dans un contrat de service. Donc beaucoup de conséquences. Et ça, donc il faut faire attention à quelle relation de travail on a en fait. Ce qui compte, c'est la relation de travail réelle et qu'est-ce qui se passe dans la réalité, pas forcément le contrat en lui-même. Donc ça, c'est important. Et donc, attention à ne pas vous faire avoir et à rentrer dans des relations contractuelles qui sont eh bien, intéressantes pour vous et qui vous protègent. Donc le contrat de freelance peut être précaire. Soit vous pouvez être bon ou être dans un secteur où l'activité fonctionne bien. Donc vous pouvez gagner bien votre vie ou vous pouvez eh bien, finir mal, malheureusement, et, et ne pas avoir de salaire. Ensuite, nous allons voir le contrat de travail. Donc ici, on va commencer par, j'ai mis le CDI parce que c'est le terme bon français, hein, mais c'est un terme similaire qui s'applique en Bulgarie.
et dans le monde anglophone, hein, on dit undetermined term contract, quoi. Indefinite contract, truc comme ça. Bon, donc le CDI, où est-ce que j'ai noté ça? Je vais parler, alors on va pas parler de tout dans le CDI dans cette vidéo parce que on parlera d'autres choses du CDI. Là, on va juste voir la base en fait, donc du contrat à durée indéterminée. Donc déjà, tout contrat de travail qui ne dispose pas, qui ne stipule pas si le contrat est de nature indéterminée ou déterminée, est un contrat à durée indéterminée. Donc, pourquoi? Parce qu'on veut protéger le salarié en fait. Le contrat à durée déterminée est considéré comme un contrat précaire, alors que le contrat à durée indéterminée est considéré comme la relation contractuelle normale qui doit exister dans le pays, en fait, dans le territoire bulgare. C'est bien précisé dans le Code du travail. Donc l'article 67.2 nous rappelle ça. Votre contrat à durée indéterminée ne peut pas être transformé unilatéralement, que ce soit par vous ou par l'employeur, en contrat à durée déterminée. Il faut le consentement des deux parties. Et donc cela est très important. Sinon, cela constitue bien une modification du contrat de travail, bien sûr. En contrat à durée déterminée, indéterminée, pardon, eh bien la période d'essai sera de 6 mois maximum. On ne pourra pas vous imposer un essai supérieur à 6 mois, mais par contre, l'essai pourra être bien inférieur à 6 mois. Et ça, nous le verrons plus en bas. Donc si le contrat à durée indéterminée est la relation contractuelle normale, cela signifie que le contrat à durée déterminée ne peut exister que dans des cas spécifiques. On ne peut pas, l'employeur ne peut pas, une entreprise ne peut pas recruter des CDD sans raison valable. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, quels sont déjà les contrats de travail à durée indéterminée en Bulgarie? Déjà très important, mais le contrat de travail à durée déterminée en Bulgarie est de maximum 3 ans. Bon, ce qui est quand même bien supérieur à la durée légale en France. En ce qui concerne les activités temporairement illimitées et les activités qui ne sont pas saisonnières ou de courte durée, le contrat de travail peut être conclu pour au moins 1 an. Les contrats concernant l'acquisition d'une qualification. Les contrats concernant le perfectionnement ou la reconversion. Donc tout ça, ce sont des contrats à durée déterminée. Les contrats concernant l'exécution d'une activité spécifique. Les contrats concernant le remplacement temporaire d'un autre salarié. Bon, bah ça, c'est tout à fait classique, hein. Évidemment que l'employeur peut signer un CDD pour remplacer, par exemple, un salarié qui est malade et qui ne va pas revenir avant 1 mois, 2 mois dans l'entreprise. Les contrats concernant l'accomplissement d'un mandat. Si jamais l'employeur sort de ce cadre-là, ce sera la requalification par le juge. Donc, cela veut dire que le salarié peut saisir le tribunal de district qui est responsable des affaires en droit du travail et pourra demander la requalification du contrat. Et à ce propos, nous avons l'article 69 du Code du travail qui nous dit « Le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en CDI si le travailleur ou l'employé continue de travailler pendant 5 jours ouvrables ou plus après l'expiration de la période convenue, sans objection écrite de l'employeur si le poste est vacant. » Donc là, c'est très important, ça veut dire que si on a conclu un CDD, par exemple, de 5 mois, si vous travaillez encore dans l'entreprise à 5 mois et 5 jours, eh bien, vous aurez le droit de passer en CDI, entre guillemets, hein. Donc, vous serez considéré comme ayant été embauché de façon indéterminée. Donc, c'est moins protecteur qu'en France, où si vous dépassez de 1 jour, eh bien, vous êtes déjà requalifié.
Ensuite, ce qu'il faut savoir dans le cadre du CDD, c'est que l'employeur, et ça c'est intéressant pour vous parce que si vous êtes en CDD, en fait l'employeur a obligation d'informer les salariés des postes vacants qui pourraient se libérer et qui correspondent aux qualifications des personnes qui sont en CDD dans l'entreprise, et même en général en fait de tous les postes à pourvoir. Parce que il faut donc le code du travail, la législation bulgare encourage un maximum le CDI. Donc les gens ne sont pas faits pour être en CDD, comme je disais. Et à ce propos, l'employeur doit prendre des mesures pour faciliter l'accès des travailleurs et employés sous CDI à la formation professionnelle, dans le but d'améliorer leurs compétences de carrière et leur mobilité professionnelle. Mais ça, c'est écrit dans la mesure du possible, entre guillemets. Ça veut dire que dans les faits, il faudra démontrer, par exemple, si l'employeur n'a pas respecté ces obligations-là, que en fait, il ne pouvait pas eh bien, prendre des mesures pour faciliter l'accès au travail. Donc c'était tout sur les contrats de travail. Évidemment, je n'ai pas détaillé tout ce qu'il y avait à dire sur les contrats de travail parce que je ferai des vidéos sur chaque partie qui concerne les contrats. Donc là, je ne détaille pas, mais c'est pour parler en fait en général des contrats de travail. Enfin bref. Maintenant, pour terminer cette vidéo, nous allons parler de la période d'essai. J'en ai rapidement, j'ai un petit peu ouvert le sujet lorsque j'ai parlé du CDI. Bon, la période d'essai, c'est quoi? C'est donc une période qui permet d'évaluer si le salarié eh bien, apprécie son poste et côté employeur, si l'employé est suffisamment compétent pour exercer les tâches qui lui sont proposées. Donc le but de la période d'essai, c'est simplement d'évaluer les compétences du salarié côté employeur. C'est-à-dire que il n'y a pas de rupture d'essai possible en principe, mais ça se fait souvent malheureusement pour des motifs non inhérents à la personne du salarié. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous faire licencier pour motif économique lors de la période d'essai. Ce n'est pas possible. Enfin, ce ne serait pas un licenciement du coup, mais ce que je veux dire, c'est que pour des raisons économiques, l'employeur ne veut pas rompre la période d'essai. Ou si l'employeur, vous êtes dans l'entreprise depuis seulement 2 semaines et que l'employeur rompt l'essai, eh bien, comment voulez-vous qu'il ait eu le temps d'évaluer vos compétences? Donc pareil, une rupture d'essai qui est qui est réalisée trop tôt dans la relation contractuelle, eh bien, sera jugée fautive par le juge. Donc là, vous pourrez demander à être réinséré dans l'entreprise ou des indemnités le cas échéant. La durée maximale de la période d'essai est de 6 mois sans distinction. J'ai dit sans distinction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en France, si vous voulez, si vous êtes ouvrier, employé, si vous êtes cadre, eh bien ou technicien de maintenance, en fait, les durées de période d'essai sont différentes, les durées maximales. En Bulgarie, il n'y a pas de distinction. Donc c'est 6 mois, tout le monde en prend pour pareil. Et cela est quand même assez élevé parce que 6 mois dans l'entreprise, ça fait 6 mois d'insécurité où on ne sait pas si on est embauché définitivement. Bon, la période d'essai, les conditions, bien sûr, si vous changez de poste, si vous êtes muté, si vous êtes pas rétrogradé, mais si vous êtes promu, eh bien, vous ne pourrez pas être soumis à une nouvelle période d'essai. La période d'essai, c'est une fois. Ensuite, sinon, on parle de période probatoire. C'est une période en fait de mise à l'épreuve où si jamais vous n'êtes pas au niveau pour le poste auquel vous avez été promu, par exemple, vous ne pourrez pas être licencié. Vous pourrez seulement être rétrogradé dans votre poste précédent. Ça, c'est important de le savoir. Dans une période d'essai, tant que vous êtes dans la période d'essai, vous pouvez rompre sans notification
qu'est-ce que je raconte? Sans justification, pardon, avec une simple notification. Donc en général, c'est 48 heures à l'avance. Sans justification, c'est-à-dire que l'employeur ne doit pas vous dire écoutez, monsieur, peu importe, vous avez fait une faute et donc je romps la période d'essai. Là, c'est une mesure disciplinaire. Il considère la faute et donc là, il sera dans l'erreur de vous rompre la période d'essai pour cette raison. En principe, en fait, une rupture d'essai, on ne donne aucun motif, que ce soit vous ou l'employeur, par exemple. Vous ne devez donner aucun motif, sinon il y a des risques derrière. Donc, on dit simplement, cet emploi ne me convient pas, je quitte l'entreprise. Et on prévient de manière informelle 48 heures à l'avance, par exemple. Et l'employeur qui vous rompra l'essai fera de même. Si l'employeur vous donne une raison, cette raison est contestable et est attaquable. Voilà, c'est ça qui est important de savoir. Attention aux entreprises qui abusent frauduleusement de la période d'essai. On en voit souvent en Bulgarie qui, en fait, ont des problèmes de turnover, c'est-à-dire que les grosses entreprises ont ont des entrées-sorties salariés qui sont trop importantes. Donc les gens quittent l'entreprise au bout de, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ils sont obligés constamment de retrouver du monde. Ou vous avez des entreprises qui vont venir du coup utiliser ces problèmes bien de gestion. Et donc vous avez des entreprises qui vont venir recruter des personnes pour combler des vides en fait dans l'entreprise. Mais si jamais ils ont plus besoin de vous pour X ou Y raison, ils foutent une période d'essai de 6 mois et à la fin en fait, au bout de 5 mois par exemple, ils vous disent bah écoutez, ce n'est pas, vous ne convenez pas au poste, au revoir. Bon, ou même il y en a, ils attendent carrément le bout des 6 mois. Au bout de 6 mois, ils vous disent eh bien, nous n'allons pas continuer ensemble. Bon, c'est quand même assez particulier. Donc il faut faire attention et sélectionner des entreprises qui ont bonne réputation lorsqu'on vient travailler en Bulgarie ou travailler pour quelqu'un en qui vous avez confiance. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les contrats de travail. Une petite introduction à la relation contractuelle employeur-salarié et sur la période d'essai. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite.